Moi, je suis myope, alors prendre des notes, il nous enverra le PowerPoint. Juste un exercice. Oh merde. Non, mais un exercice, ça passe. Allez, messieurs, dames, ça va démarrer dans des chaises. Ça fait faillance sur mon premier rang ou... Quelqu'un a vu mon fils? Personne ne devrait arriver. Je veux prendre le dernier de ça. Bon, on y va alors. Bon, merci d'être venu ce soir. Donc, pour rappel, c'est une présentation que j'avais déjà faite il y a presque 3 ans pour les licenciés de Canet-Jean. Alors, je l'ai un peu mise à jour avec mes dernières acquisitions. Et voilà, je vais vous la représenter pour ceux qui ne l'avaient pas. Mais je pense qu'il y en a qui étaient déjà venus. C'est un redoublement. Donc, un petit commentaire préalable, c'est que moi, je me suis intéressé à ce domaine depuis un certain nombre d'années. J'ai beaucoup lu là-dessus. Et en fait, cette présentation, c'est un peu toute mon acquisition livresque que j'ai confrontée à mon expérience de coureur. Voilà, avec ce que j'ai pu mettre en œuvre moi-même, qui ne va pas toujours dans le sens de ce qui est écrit dans les livres. C'est pour ça que j'ai fait un peu un mix des deux. C'est vrai que la préparation mentale, autant à haut niveau, maintenant elle est vraiment intégrée. Les athlètes de haut niveau, ils ont des coachs mentaux, pardon. Et c'est monnaie courante. Dans le monde amateur, la préparation mentale, elle est souvent laissée de côté. Moi, je vois dans les rencontres que j'ai pu faire avec les entraîneurs, ce n'est pas un domaine qu'ils explorent beaucoup. Pourtant, je trouve que c'est quand même assez important. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une acquisition livresque et une expérience. Alors, le sommaire. Donc, une petite introduction dans laquelle je ferai un comparatif entre la préparation physique et la préparation mentale. Après, on verra comment on définit un objectif et pourquoi on le définit. Le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel on est lorsqu'on court. L'entraînement, bien sûr, l'entraînement physique, mais mental, surtout aujourd'hui. On fera un petit focus sur le flow. Il y en a peut-être qui l'ont déjà rencontré en courant. Le stress également, ça, je suis certain que tout le monde l'a rencontré. Les outils sur lesquels on peut s'appuyer pour s'améliorer dans ce domaine. Et puis la partie de l'échec qu'il ne faut pas ignorer, mais qui peut se contourner facilement avec quelques conseils. Alors, la préparation physique, vous la connaissez tous, quand on fait des séances, c'est habituer son corps à un effort. Moi, je fais le parallèle avec les préparations mentales, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des capacités innées en nous, on n'est pas tous égaux, hein. Il y en a qui courent plus vite que d'autres, même avant de s'entraîner, n'est-ce pas Rémi? Alors pourquoi on n'est pas égaux? Parce que génétiquement, il y a des différences, il y a des parcours de vie différents, il y a des constitutions différentes, voilà, donc il y a des tas de raisons pour lesquelles on n'est pas égaux. Mais ces capacités innées, tout le monde est capable de les développer. Alors, plus ou moins à haut niveau, mais en tout cas, c'est à ça que sert la préparation et l'entraînement. Donc, ce qu'on peut faire au niveau physique, on peut le faire aussi au niveau mental. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux au niveau mental. Il y en a qui se démoralisent très vite, et il y en a d'autres qui ont des
qui ont un moral tenace et qui vont aller au-delà de ce qu'on peut faire. Mais pour autant, tout le monde peut l'améliorer. Alors, la partie réussite entre ce que... C'est pas ça que je voulais dire, en plus. Je voulais d'abord parler des leviers. Dans les leviers de la préparation, donc on distingue 3 leviers. Le physique et la technique. Bon, le physique, vous voyez ce dont je parle, hein. La musculation, la vitesse. La technique de course, la foulée, la fréquence, l'amplitude. Le deuxième levier, c'est stratégie, expérience. Alors, stratégie, ça peut être l'alimentation, l'hydratation. Ça peut être aussi la stratégie de course, c'est-à-dire dire je démarre plus lentement et j'accélère après, ou l'inverse. Enfin, voilà, des stratégies différentes suivant les épreuves que l'on fait. L'expérience, bien sûr, plus on a d'expérience et plus on est capable de se connaître et donc de savoir ce qu'on peut faire ou pas faire. Et donc, le troisième levier, c'est le mental. Alors, les 2 premiers leviers, on estime que c'est des compétences. Le mental, c'est différent. Le mental, c'est un levier à part. C'est pas lui qui va tout faire, mais il va sûrement faire la différence à compétences égales. On voit ça à haut niveau, quand tu as des coureurs ou des sportifs qui sont pratiquement du même niveau, s'ils sont coude à coude, c'est celui qui va avoir le mental le plus fort qui va l'emporter. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le travailler. Après, l'importance de la réussite entre le mental et le physique, c'est très subjectif. Il y en a qui disent c'est 50-50. Moi, par expérience, je dis que ça dépend des courses. Quand on est fort physiquement, le mental, il a une importance moindre. Le jour où on est plus faible, c'est là que le mental va être très important. Et globalement, je dirais que le mental, il va être de plus en plus important, plus la course va être longue. Parce que forcément, les forces physiques, elles vont diminuer, et il va falloir que le mental prenne le relais. Donc c'est pour ça que sur l'ultra, on dit toujours, les ultras, ils ont un mental de fou. Parce que voilà, il faut prendre sur soi pour continuer à souffrir. J'ai pas dit, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez. J'aurai peut-être pas les réponses, mais au moins, ça permettra de... Alors, l'objectif. Pourquoi définir un objectif? C'est vrai qu'on peut courir comme ça, se promener le dimanche matin, aller faire son petit tour, sans se préoccuper de se dire je vais faire ci, je vais faire ça. C'est possible, ça existe. C'est pas ma vision du sport. Moi, j'estime que se fixer un objectif, d'abord, ça permet de continuer dans la durée le sport. À un moment, si on court comme ça, sans objectif, on va se lasser. L'objectif, c'est toujours de se fixer quelque chose et d'aller vers cet objectif. Donc, on continue, ça perdure. Et puis, l'objectif, ça motive. On peut être motivé pour courir, mais à un moment, on va se demander pourquoi on court. Alors qu'en ayant un objectif, on n'a pas la question à se poser. On sait pourquoi on court. On court pour cet objectif. Alors cet objectif, il peut être multiple, hein, mais en tout cas, oula, c'est un objectif. Et puis moi, je trouve qu'il est difficile de s'entraîner sans objectif. Enfin, en tout cas pour moi, quand je vous fais faire des 400 sur la piste, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez vous demander pourquoi vous faites ça. Hein. Moi, depuis que je cours, à chaque fois, c'est dans l'idée quand même d'aller sur une course, de faire mieux la prochaine fois. Voilà, c'est ça qui fait progresser. Parce qu'on peut tous avoir la passion de la course à pied, mais des fois, ça ne suffit pas. J'aime bien cette citation, c'est Michael Jordan. Hein. Il faut se fixer des objectifs avant de pouvoir les atteindre.
Alors, ces objectifs, une fois qu'on sait pourquoi on en fait un, il faut savoir comment le fixer. Pour ça, on a défini un outil qui s'appelle le PAD, donc profil d'aptitude au défi, qui se décline en 5 zones. Donc, c'est ce qu'on appelle la hauteur du défi. La première zone, c'est la zone de panique. Elle est en rouge. Alors, pourquoi elle est en rouge? Parce qu'elle est dangereuse. En fait, c'est un objectif qu'on se fixe très haut et bien plus haut que les moyens dont on dispose. Alors, ça peut être les moyens physiques, les moyens de temps, enfin, de s'entraîner, etc. Voilà, c'est une demande qui est au-deçà de ce qu'on peut espérer faire. Alors, pourquoi zone de panique? C'est parce qu'on va se mettre en stress, on va s'entraîner plus qu'il ne faut, plus fort qu'il ne faut, et le risque d'échec est majeur. Donc c'est une zone qu'il vaut mieux éviter. La deuxième zone, c'est la zone de défi. Elle est en orange. Alors celle-là, elle est un peu plus, je dirais, raisonnable. Le défi est encore assez élevé, mais les moyens se rapprochent. Et donc on peut espérer y aller. C'est risqué, mais c'est motivant, quoi. Troisième zone, la zone de performance, c'est la zone idéale, la zone verte. Là, on se fixe un défi qui est vraiment en rapport avec ses possibilités. Et donc, c'est la zone où tout va bien. C'est la zone où on rencontre le flow, dont on parlera tout à l'heure. C'est la zone d'équilibre. Voilà. On a un niveau de demande qui est cohérent avec ce qu'on peut faire, même dans la progression, mais en tout cas, on y arrive. Et donc, évidemment, au niveau mental, c'est beaucoup plus confortable, parce qu'on voit que la séance, on l'a bien passée, donc ça donne confiance. La confiance, c'est essentiel. Mais on peut descendre encore. La zone de maîtrise. Alors, la zone de maîtrise, je dirais, c'est un peu la zone de confort. On se fixe un défi qu'on sait qu'on atteindra assez facilement. Voilà. Alors, c'est une zone intéressante en zone de repli. C'est-à-dire quand on voit que l'objectif, il va être compliqué à tenir, on peut se rabattre sur cette zone et se replanifier un peu sa tête sur cet objectif un peu en dessous. Voilà. Ce qui permet quand même de finir de façon correcte. Et la dernière zone, c'est la zone de routine. Alors celle-là, c'est vraiment... on se fixe un objectif qui est largement en deçà de ses possibilités. Et là, c'est une zone qu'il vaut mieux pas explorer, ou alors de façon aléatoire pour une raison ou une autre. Mais c'est une zone où la démotivation arrive. Pas de questions sur cette partie? Vous vous retrouvez dans les différentes zones? Alors, les mots-clés par rapport à un objectif, j'ai mis passion parce que pour moi, c'est l'essentiel. Avant tout, il faut être passionné par ce qu'on fait, notamment nous, la course à pied. Mais ça, j'ai aucun doute là-dessus pour vous. Je vous vois faire. Motivation, bien sûr. Sans motivation, on n'y arrivera pas. Et l'intention. Alors, l'intention, c'est un peu plus... l'intention, c'est... En fait, c'est ce qui va vous faire lever le matin pour aller courir. C'est que j'ai l'intention et la motivation vient après et j'y vais. C'est pour ça que j'ai différencié les deux. Alors, il y a une méthode aussi pour définir les objectifs. Vous la connaissez sans doute parce qu'elle n'est pas spécifique au sport. C'est la méthode SMART. Donc, un objectif spécifique. Pourquoi spécifique? Parce qu'il doit être identifié de façon assez précise. Les objectifs flous, ils ne résistent pas au temps. Je vais vous citer, pour exemple, un objectif flou, c'est perdre du poids. C'est flou. Moi, je préfère un objectif plus concret.
Mesurable, bien sûr, hein, mesurable, bah, c'est dire je vais faire 3,30 au marathon. Voilà, ça c'est mesurable. Puisqu'au résultat, on a le chrono. Ça entretient la motivation, hein, le fait qu'il soit mesurable. Accessible, bah, ça c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est qu'il faut quand même rester dans les limites de ses possibilités. Réaliste, c'est un peu redondant, hein, voilà. Et puis temporellement défini, bah, ça c'est bien aussi parce que sinon, on peut toujours dire qu'on remet la séance au lendemain, quand on n'a pas de date précise sur l'objectif. On se dit, bah, ça peut attendre. Ah oui, sur l'objectif, dernière chose que je voulais vous dire, j'aime bien cette métaphore de la quille et de l'anneau. Vous connaissez peut-être ce jeu auquel on a joué quand on était enfant, c'est on a un anneau qu'on jette comme ça pour mettre sur un pic, une quille, quoi. Et en fait, plus la quille sera loin, et plus on a de points. Et donc, dans les objectifs, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a celui qui va mettre la quille très loin pour essayer d'avoir beaucoup de points. Il va la mettre si loin que finalement, il ne va jamais réussir à mettre l'anneau dedans. Et puis, il y a celui qui va la mettre tout près pour être sûr de mettre l'anneau dessus. Mais lui, il va avoir beaucoup moins de points qu'il aurait pu avoir s'il avait été un peu plus ambitieux. Voilà, c'est pour ça que ceux qui sont trop prudents, bah, ça vous parle, ça? Alors, le mindset. Le mindset, en fait, c'est un mot pour dire un état d'esprit. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Vous verrez le livre dont je me suis inspiré à la fin, là. Nos limites, de Chloé Lantier. Le mindset, c'est la mentalité qu'on a dans le sport. Enfin, pas seulement dans le sport, mais en tout cas, nous, on va en parler pour le domaine sportif. C'est une façon de penser, de ressentir, de se comporter. C'est aussi l'état d'esprit qu'on doit se forger. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas forcément au début, l'état d'esprit qu'il faut pour gagner, mais on se le forge petit à petit. Le mindset, il est malléable. Alors, il y a plusieurs sortes de mindset, hein, mais on peut toujours évoluer de l'un à l'autre. Il y en a qui ont un mindset fixe, c'est-à-dire que pour eux, ils ont une capacité, elle est fixe. Voilà, c'est celle-là, ils la connaissent et ils disent qu'elle ne peut pas évoluer. Et puis, il y a des gens qui ont un mindset qu'on appelle de croissance, et ceux-là, ils croient justement qu'ils peuvent l'améliorer. Alors, en sport d'endurance, le mindset, il est important. Pourquoi? Parce que dans l'endurance, en fait, il faut lutter en permanence. Il faut lutter parce qu'il faut durer. Donc, il faut résister à une envie qui vient peut-être à un moment naturellement, l'envie de ralentir, l'envie de s'arrêter. Voilà. Donc, c'est le mindset qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Un mindset un peu costaud pour nous permettre de durer. Et comment on fait pour avoir un mindset comme ça? Il faut s'appuyer sur la confiance. Mais la confiance, elle n'a pas de réalité en soi. La confiance, elle s'appuie sur d'autres qualités. On va le voir après. La confiance, elle vient avec le courage, avec l'expérience, et puis l'expérience de passer des lignes d'arrivée surtout, plutôt que des lignes de départ. Donc pour nourrir et améliorer et maintenir la confiance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord être patient, parce que ça ne vient pas comme ça. Il faut être persévérant. Il faut de la discipline. Il faut suivre un entraînement. Et puis il faut éliminer aussi certaines peurs, la peur d'échouer. Parce que la peur d'échouer, ça nous fait perdre nos moyens quand on n'a plus la confiance. Il ne faut pas être trop humble. Il
faut se sentir fort, en fait. Donc, le triangle d'appui de la confiance, et là, les 3 E. Alors, les émotions. Alors, ces 3 piliers, il faut savoir qu'ils sont interdépendants. Et ils peuvent se contaminer, les 3, de façon positive ou négative. Alors, les émotions qu'il faut cultiver pour avoir un mindset assez fort, c'est d'abord le calme, la sérénité, la joie de courir, tout ce qui est positif, en fait. L'estime de soi, bah, ça, c'est assez clair. Hein, il faut s'aimer déjà. Il faut s'aimer, il faut croire en ses possibilités. Et puis, voilà, il faut savoir que on est content de courir. Donc, et puis, on est fier de soi, fier de ce qu'on fait, en se disant que tout le monde ne fait pas ça. L'énergie. Il en faut, il en faut. L'énergie, oui, il en faut. Il faut être plus fort, se renforcer, se détendre, lâcher prise. Le mindset aussi va servir à lutter contre la fatigue et la douleur. Alors, la fatigue, la douleur, moi, je vais en parler au niveau d'une perception. C'est quoi la fatigue? Globalement, la fatigue, c'est quoi? C'est un affaiblissement physique qui vient avec le temps. On se sent fatigué en courant. Moi, je parle que de la course, mais ça peut être ailleurs. Hein. À vélo, oui. Au travail aussi, vous pouvez se sentir fatigué, oui. Voilà. Donc ça vient parce que l'effort est peut-être excessif, mais en tout cas, voilà. C'est une sensation un peu pénible. Mais moi, j'ai coutume de dire, on ne s'arrête pas parce qu'on est fatigué. On s'arrête quand c'est terminé. La douleur, c'est un signal, en fait. Le cerveau, il dit, tiens, là, on me demande quelque chose, il y a peut-être un danger, et donc j'envoie un signal, une douleur. Bon, on le ressent, on l'analyse. C'est pas une blessure, c'est une douleur. On fait bien la différence. Hein. Vous avez sûrement déjà, en courant ou en marchant, en faisant du vélo, ressenti une douleur passagère et qui disparaît ensuite. Voilà, donc c'était juste un signal du cerveau, et après, ça revient. Bon, après, je parle... S'il y a douleur avec vraie blessure, c'est très différent. Hein. Là, la vraie blessure, le mental... Bon, là, il va falloir faire la part des choses. Hein, entre continuer avec une blessure ou s'arrêter. Tout dépend du degré de la blessure. Mais ça, ce n'est pas un domaine que j'explorerai beaucoup aujourd'hui, puisqu'on reste sur des perceptions. Quand il y a vraiment un danger, on entre dans un cadre différent. Donc oui, on revient à la douleur. Donc, parce que le cerveau, pourquoi il envoie ça? Parce qu'il fait de la prévention, lui. C'est son rôle. Enfin, en tout cas, une partie du cerveau, elle fait ça. On peut, comme je dis, on peut ressentir des douleurs sans dommage réel. Il est possible de les surmonter, ces douleurs. Il faut changer sa perception. Et ça, pour ça, eh ben, il faut s'entraîner. S'entraîner à souffrir. Comme je le disais au tout début, on s'entraîne physiquement pour s'améliorer. Ben, mentalement, voilà, il faut amener son corps un peu dans la souffrance pour qu'au moment où on va la retrouver, ben, le corps il va reconnaître qu'il a déjà connu cet état et ça va passer beaucoup mieux. Il faut accepter de se faire un peu mal. Et puis, savoir surmonter sa douleur, quelque part, ça va renforcer la confiance en soi.
puisque l'estime de soi va être, on va être assez fier d'avoir surmonté cette douleur. Et donc l'estime de soi, d'un coup, elle va remonter. Donc ça va encore aider sur la confiance. Et puis, globalement, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a toujours plus de possibilités que l'on pense. Le meilleur exemple, c'est quand vous voyez des sportifs qui ont fait des exploits extraordinaires et qui font un tour d'honneur à la fin et qui sont encore rayonnants et tout. On pourrait penser qu'ils sont vraiment allés au bout d'eux-mêmes parce qu'ils ont tout donné, quoi. Mais finalement, ils continuent à courir sur un tour de stade en enlevant les bras, avec le drapeau, et ils ne sont pas si exténués que ça. Donc c'est ça, en fait, c'est qu'ils ont peut-être souffert, mais une fois la ligne d'arrivée franchie, bah, finalement, voilà. C'est très rare hein, de voir, bon ça arrive, hein, des gens qui s'effondrent complètement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, le cerveau notamment, il va pas vous permettre d'aller jusqu'aux limites dangereuses. Il va toujours vous freiner avant. Donc c'est pour ça qu'on peut aller un peu au-delà de ce qu'on pense difficile. Toujours pas de questions? L'entraînement. Alors, les 3 principes que j'ai donnés l'entraînement. Le plaisir, moi je l'ai mis en premier. Pour moi, c'est le plus important. Toujours trouver du plaisir dans l'entraînement, même si ça peut être parfois difficile. Mais on trouve du plaisir dans la difficulté, sans être maso. La progressivité, bah, ça c'est la base. Hein, si on n'y va pas par étapes, ça je suis un adepte de ça. On risque d'être assez vite déçu. Et la régularité, bah oui, évidemment, hein, un entraînement régulier, ça permet de progresser plutôt que quelque chose en dents de scie où on vient une fois et puis après on reste un moment sans rien faire. Alors, comme je l'ai dit, un bon entraînement physique, il permet d'avoir un mental plus fort, puisque quand on se sent fort physiquement, le mental va être là. Lorsqu'on sait qu'on est diminué, déjà on part avec un mental un peu plus difficile. Alors au niveau du mental, sur l'entraînement, le fait de s'entraîner à souffrir, ça va permettre au cerveau, parce que dans le cerveau, donc, vous savez, on a des neurones, et entre les neurones, il y a des connexions. Et en fait, quand on va aborder un domaine qu'on n'a jamais abordé, une difficulté un peu plus intense, en fait, on va créer une connexion entre ces neurones, et plus on va le reproduire, plus la connexion, elle va être élargie, et lorsqu'on va rencontrer cette difficulté en course, eh ben, le cerveau, il aura tout ce qu'il faut pour alimenter. Alors que si on n'a jamais rencontré cette difficulté, ça va bloquer. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et ça, il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge. À tout âge, on peut créer des connexions neuronales. Ça ne s'use pas. Donc ça, c'est super important. C'est un peu scientifique, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut le savoir. C'est que, en fait, il faut avoir vécu à l'entraînement ces difficultés pour que lors de la compétition, ça se passe bien. Alors ces difficultés, hein, c'est la durée, c'est le dénivelé, ça peut être le froid, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est des choses que le cerveau aura identifiées. Il a déjà connu, et donc ça ne le surprend pas. C'est le cerveau hein, qui contrôle nos muscles. Donc dans le cerveau, il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le limbique. Le limbique, c'est celui que moi j'appelle le colocataire.
c'est le siège où il y a les émotions. De l'autre côté, le cortex frontal, lui, c'est le professeur. C'est le siège du rationnel. Et ces deux-là, ils ne s'entendent pas toujours très bien. Il y en a un qui va envoyer des messages, donc le limbique, c'est l'émotionnel, il va vous envoyer des messages parfois alarmants. Mais on n'est pas forcé de l'écouter. Si on fait marcher son côté cortex frontal, parce qu'à la fin, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas le limbique, c'est vous. Et vous avez eu le message. L'inconfort, je voulais vous en parler de l'inconfort. C'est là. Non, c'est pas là. On va enlever ça. L'inconfort. Il y a des séances, je vous dis, elles sont confortablement difficiles. Mais il y en a qui sont inconfortables. Inconfortable, pourquoi? Parce que c'est dans l'inconfort qu'on renforce sa force. Si on reste toujours dans son confort, on végète. Donc la progression, elle est là, elle est dans l'inconfort. L'inconfort, c'est dans l'inconfort que l'on devient plus fort, c'est ça le mot. Il faut oser se faire mal, en fait, sur l'exercice. Et plus tard, on le refera sans souffrir. Il y a l'histoire aussi du... Alors, c'est un peu différent, mais ça imagine bien de façon différente. C'est le grand samouraï, la nuit, dans son esprit, il brûlait tout. Il brûlait sa maison, il brûlait sa famille, dans son esprit. Et le matin, quand il se réveillait, il voyait que sa maison était là, que sa famille était là, eh bien, il était heureux. Et il appréciait tout. Alors, ensuite, il y avait un petit exercice. Elle est où, Mireille? Elle arrive. Elle arrive? Bon, on fait une pause, alors. Elle vient qu'elle faisait l'air-retour, elle revenait vite fait. Ah, c'est pour les petits, tu donnes une assistance. Ouais. Ah, c'est le petit papier des crayons. Ah, c'est pas un exercice, c'est juste un petit... On va donner un papier et un crayon. C'est un contrôle. Oui. Qui a dormi comme première partie? Vous devez faire l'assistante. Je vais faire l'assistant. Je fais ce que je veux. Arrive. Dans l'inconfort, non? Les petits papiers. Bon, c'est monsieur, c'est pour le Oui, bon. ça. C'est vrai? Les crayons, je les donne. C'est bon. Regarde, t'as vu comme. Moi, je sens la plasticité neuronale. Ouais. Le fait d'avoir déjà connu des situations, elles veulent malgré tout se reproduire. Des situations difficiles Oui. où ton cerveau a enregistré le facteur difficile, malgré tout, tu l'as eu. La situation, le jour où tu la rencontres de nouveau, tu peux toujours avoir le même problème de mental dessus. Non? Oui, oui. Mais le fait de l'avoir déjà rencontré, quand même, ça te permet de la surmonter plus facilement. Tu vois, sur les trucs à vélo, quand des fois j'ai téléphoné au Roger en pleurs à vouloir arrêter. Et malgré tout, le fait de l'avoir vécu une fois, ça s'est reproduit une autre fois. Oui. Après, mais non. Mais ça s'est reproduit, quoi. Oui, mais comme je disais, plus tu le reproduis, et plus la connexion va être large et rapide. Et voilà. Alors, le petit exercice, c'était... Donc, vous avez chacun un papier, un crayon. Ouais. Alors, je vous demande de noter le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je vous dis effort. Quand je vous dis effort, à quoi ça vous fait penser?
À voter. On ramasse? Bah oui, oui, après je vais... À l'école, c'était moi le faillot qui ramasse les taux. Et avec le sourire. Vous n'avez pas joué? C'est pas forcément logique, c'est le premier qui est sorti. Il faut bien l'écrire. Le premier mot qui vous vient à l'esprit. Et j'ai le mot de Rémi facile. Et fort, il a mis facile. J'ai failli dire, je sais déjà ce qu'elle me dit. J'aurais pu le mettre. J'aurais pu l'écrire. Bah, je me suis dit non, je peux mettre ça, mais c'est vraiment le premier mot qui m'est venu. Mais moi, c'est pareil. En fait, je voulais pas que ce soit celui-là, du coup, c'est celui-là qui est sorti. Moi, ça me. Voilà. Toi, c'est bien, toi. Après, toi, t'es un peu une poétesse, quoi. Ah oui, mais à la maison, c'est éclatant. J'ai dit, C'est quoi? ah oui, c'est vrai que c'est celui-là. Ah merde, t'as oublié. Ah, C'est beau ça. c'est le droit de mettre tout le monde. Quelle complicité. C'est beau. On est comme ça, Il y en a pas aussi qui est comme ça, non, pas trop. Ça fait plaisir. Cette connexion nous rend à la vie. Tu aurais vu dimanche la Si, connexion. si, c'est bon. Là, Je j'ai veux pas- perdre les gamins, donc ça Oui. Double. Il veut nous encourager au départ des difficultés. Ils sont les enfants, ils étaient partis chercher à l'arrivée. Alors, résultat. Alors, résultat du vote. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui ont Globalement, on n'a que 5 personnes qui sont pessimistes ici. Non, c'est le cerveau. Moi, je suis optimiste, mais mon cerveau, il a dit ça. Alors, j'ai... C'est le colocataire Dans, qui a- dans les pessimistes, j'ai douleur, souffrance, inconfort, douleur, difficulté. Donc ça, c'est des gens qui, naturellement, sont pessimistes par rapport à l'effort. Mais par contre, j'en ai une majorité où c'est optimiste. J'ai plaisir, résistance, arriver, courir, plaisir. Je crois que ça dépend lequel des deux cerveaux a raison. Tout à fait. Ah ouais? C'est pas vrai. Moi, j'ai dit douleur. Je pense que pourtant j'adore faire un effort. C'est le premier qui me dit. Ouais, c'est Ah oui, t'as mis douleur, Rémi? souffrance. T'as mis douleur? Souffrance. Souffrance. Ah ouais, t'as mis C'est souffrance. le premier qui m'est venu à l'esprit. Pourtant, j'adore faire un effort. Bah tu vois, là, c'est ton limbique qui a parlé. Ah, c'est le coloc, ouais. Ah oui, c'est clair, hein, parce que... Oui. Mais il est hyper émotif et tout, donc même moi, je pense que pour l'instant, ça vient complètement de surtout. Mais du coup, ça peut être aussi sur des choses négatives. Donc cette notion d'effort, en fait, il faut la cultiver, hein, comme je disais, pour arriver justement à le surmonter, à le voir le côté positif. Mais bon, globalement, comme on a beaucoup de gens qui l'ont vu de côté positif, c'est plutôt rassurant. Ouais, je sais ce qu'ils vont mettre. Mais pour être prêt à donner le meilleur de soi-même, voilà, il faut plutôt être optimiste que pessimiste. Alors, le flow. Le Scrabble, elle est bonne. Alors, le concept de flow, il a été défini par Monsieur Mihaly. Hein, Vas-y, prononce. C'est presque pareil à la fin. je le prononce, je vais le dire, hein, moi. Hein. Il s'appelle Csikszentmihalyi. Ah oui, il a son prénom au bout de son nom. Oui, à l'envers. Donc, le flow, c'est quoi le flow? Donc, ce monsieur-là, qui est un psychologue hongrois, hein, qui l'a défini, mais pas seulement pour le sport, hein, il l'a défini en général. Mais bon, c'est vrai que c'est très applicable dans le sport. Le flow, c'est quoi? C'est un moment un peu magique, où tout va bien. Alors, alors nous, on va parler de course à pied. Hein, donc.
pendant la course, à un moment, on se sent super bien. D'ailleurs, on a plaisir à courir, ça c'est clair. On a une sensation de facilité. On est complètement immergé dans sa course. Et puis, on n'a en tête que des émotions positives. Il n'y a plus de négatif. C'est parti. Alors, ce moment-là, il peut vite se transformer en euphorie. Et l'euphorie, c'est dangereux. Parce que l'euphorie, en fait, on ne contrôle plus. Et là, on risque de faire des bêtises. Dans l'euphorie, on va accélérer, voilà. Donc, non, c'est pas ça. Le flow, c'est juste l'équilibre. L'euphorie, c'est l'ivresse du coureur. Ça, en général, on s'en sort pas. Parce qu'on sort de la réalité dans l'euphorie. Donc le flow, lui, il se commande pas, hein, il arrive ou il n'arrive pas. Par contre, il y a des prérequis qui prédisposent à ce qu'on l'atteigne. Les prérequis sont là. D'abord, un objectif bien défini. Ça va décupler la motivation, et puis s'il est bien défini comme on l'a vu dans le PAD, ça va le faire. Il faut avoir les ressources adaptées, ça c'est ce que j'ai dit au tout début, hein, si l'objectif il est en rapport avec ce qu'on peut faire. Alors le feedback sans équivoque en interne, c'est qu'en fait, on est dans sa course. On ne sort pas de la course. On est dans un moment, ce qu'on appelle la zone, mais on ne sort pas de sa course. D'ailleurs, on n'est que dans sa course, pratiquement. On voit exactement ce qui se passe dans notre corps. C'est comme si on sentait les muscles qui fonctionnent, son cœur qui bat. Voilà, on est vraiment à l'écoute de son corps. Mais aussi, on peut avoir des ressentis par rapport à ce qui se passe autour, des encouragements, etc., hein, des choses positives. Donc ça, c'est les prérequis. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va arriver, hein. Moi, je vous ai dit, la dernière fois que je l'ai ressenti, c'était à Bruxelles, là, pour le marathon du championnat d'Europe. Donc, vers le 18e, j'ai senti que je rentrais dans le flot. Voilà, je l'ai tenu jusqu'au 32, 33e, puis après, il s'échappe, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Il faut savoir. Mais c'est... Enfin, moi, par expérience, hein, je ne l'ai pas rencontré assez souvent à mon goût. Hein. Je crois que la fois d'avant, c'était à Montpellier, il y a au moins 3-4 ans. Voilà. Ah oui. Ouais. Ça arrive pas souvent. Non, ça n'arrive pas très souvent. C'est dommage. On va compter là-dessus. Si, il faut compter là-dessus. Ça arrive en général pas entre le 30e et le 42e. C'est assez rare. Alors, les caractéristiques du flow. On est concentré. Comme j'ai dit, hein, on est immergé et impliqué dans ce qu'on a à faire. Il n'y a pas de dispersion. On maîtrise la situation. Il n'y a pas de doute. Alors, quand je dis on perd la conscience de soi, c'est pas un décrochage, hein, mais c'est plutôt que on est totalement en phase avec soi, et voilà. Donc, même s'il y avait des douleurs, on les sent pas, voilà. Bon, il faut savoir que derrière, il y a des hormones, hein, qui sont là, endorphines, machin. Donc, bon. Alors, on a une perception altérée du temps. Ça passe beaucoup plus vite quand on est dans le flow.
On ne se rend pas compte. Voilà. On a beau regarder sa montre de temps en temps, mais ah oui, quand même. Ça, c'est parce qu'il y a la partie du cortex là, qui s'est un peu désactivée et elle a brouillé la notion du temps. La motivation intrinsèque, qu'il faut différencier de l'extrinsèque. Donc l'intrinsèque, c'est celle qu'on a en soi. Hein. L'extrinsèque, ça peut être les encouragements, etc. Mais voilà. Sur justement cette différence motivation intrinsèque, extrinsèque, j'aime bien avoir encore une nouvelle parabole. C'est dans une cité pavillonnaire, il y a des enfants qui ont pris l'habitude d'aller jouer au football sur une petite place où il y a un vieux monsieur qui habite là. Et donc le ballon, il vient souvent percuter le portail et puis même il passe dans le jardin, ça fait du bruit et le monsieur est vieux et acariâtre et dérangé. Ça le dérange ce foot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors plutôt que de crier après eux, il va aller les trouver et il va leur dire ce que je vous propose, je vous donne 50 centimes chacun à chaque fois que vous viendrez jouer au foot devant chez moi. Ce qui peut paraître bizarre comme attitude. Et donc les enfants, ils sont au courant, ils prennent les 50 centimes, le lendemain, ils reviennent, ils prennent les 50 centimes et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, au bout de quelques jours, ils sont de moins en moins nombreux. Et puis finalement, il n'y en a plus du tout qui viennent. Et pourquoi? Parce qu'au début, ils jouaient au foot par plaisir. Ils avaient une motivation intrinsèque. Ils venaient vraiment parce que ça leur faisait plaisir de jouer au ballon. Et au bout d'un certain temps, eh ben, ils ont eu l'impression qu'ils venaient pour l'argent. Et c'était plus du tout pareil. Ils avaient le sentiment que ça devenait une obligation. Et du coup, eh ben, la motivation, elle est partie. C'était plus un plaisir, c'était une obligation. Voilà, c'est une image. Hein. Je doute, il y en a peut-être qui seraient continués à aller chercher les 50 centimes. Mais bon, c'était pour voilà, faire le parallèle entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Alors, lorsqu'on a connu le flow, évidemment, on a bien envie de le retrouver. Hein, bon. Mais c'est un souvenir, justement, qui motive aussi à s'entraîner pour revivre ces moments-là. Est-ce que parmi vous, vous avez le souvenir d'avoir déjà connu le flow en course? Enfin, je dis en course parce qu'on est là, on peut reparler de course, mais monsieur machin, là, lui, il dit que même dans le point de croix, on peut le trouver. Hein, tout à fait. Hein, c'est toute une activité qui est pour soi passionnante et gratifiante. On peut retrouver ce moment. Alors, oui, des flots. C'est dur de savoir si c'est ça ou pas. C'est dur de savoir si c'est ça ou pas. Quand tu l'as rencontré quand même... Tu vois, si tu prends les 5 caractéristiques, là, il y a des moments où tu as ça en course. Peut-être un peu trop tôt, mais... Ouais. Et dans cette zone-là, t'es bien, quoi. Dimanche c'était bien jusqu'au 30, quoi. Mm-hmm. Et après, oui, mais il y a être bien et être bien. Hein. Mais c'était bien dans la maîtrise, quoi, je veux dire. Ouais. Mais après, je pense pas que c'était aussi puissant que ça. Mm-hmm. Il s'est pas présenté. Bon, on va parler de quelque chose de moins réjouissant, le stress. Ça, je l'ai rencontré. Alors, le stress, c'est quoi? Bah, d'abord, c'est une émotion. Et puis, en plus, c'est une réaction normale. Et le stress, bon, on le connaît partout, hein, mais dans le sport n'est pas épargné par le stress. C'est une réaction biologique normale, mais qui est assez subjective. C'est une réponse de l'organisme quand on le sollicite. Donc, c'est ce qu'on appelle le SGA, syndrome général d'adaptation. L'organisme y réagit en sécrétant les hormones, dont on a déjà parlé.
Et il réagit pourquoi? Parce que c'est une défense, le stress. C'est une défense parce que quand le cerveau pense à un danger, ben, le corps il doit réagir. Moi, j'ai cet exemple personnel de ma chute à vélo. Quand je suivais le cycliste, donc qui, lui, a chuté, donc moi, que j'ai vu que j'allais le percuter, forcément, là, il y a eu un moment de stress énorme. Donc, j'ai chuté par-dessus lui. Et mon corps, lui, il s'est mis en état de défense, donc il s'est tétanisé. Et c'est pour ça qu'après, quand le choc est arrivé, le médecin me disait, mais oui, mais c'est normal, une chute comme ça sur un corps qui est bloqué, forcément, ça laisse des traces. Et avant que le cerveau agisse pour redétendre les muscles, il faut du temps. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment, là, le cerveau commande et le corps réagit. Et le corps il va réagir de façon différente. D'abord, physiologiquement, hein, le rythme cardiaque va s'accélérer, la respiration, le rythme de respiration aussi. Ça peut même aller à des troubles digestifs. La pression sanguine, elle s'augmente aussi. Tout ça sous le fait des hormones. Au niveau cognitif, ben, voilà, on a des pensées un peu négatives. On a une surélévation de la difficulté. Ça, on peut l'avoir sur la ligne de départ, quand on est un peu stressé, là, à se dire, oh là là, je vais jamais y arriver, j'aurais pas dû m'inscrire à cette course, voilà, c'est trop compliqué pour moi. Puis forcément, on perd la confiance en soi. Et puis, bon, quand on est stressé à l'extrême, voilà, au niveau émotionnel, on a peur. Carrément, on a le sentiment de peur, et puis on devient irritable. Ça, moi, ça m'arrive de devenir irritable sans stress, mais bon, ça peut jouer. Ça, je pense que là, tout le monde l'a rencontré, le stress. Pas forcément en sport, mais vous le connaissez. Alors, ce stress, il a différents niveaux. On a coutume de dire qu'il y a un stress positif et un stress négatif. Le stress positif, il est utile. Il est utile parce que quand il est maîtrisé et canalisé, il sert de motivation. On a un désir de réussir, de dépassement de soi. Donc ça, c'est vraiment le stress positif. D'ailleurs, les athlètes de haut niveau s'en servent beaucoup. Après, au-delà d'un certain seuil, il devient délétère. Et là, on arrive dans le stress négatif. C'est-à-dire que là, on a peur, on est angoissé. Et là, justement, on perd ses moyens. Hein, on peut revenir dans la zone du PAD où on est en panique, là. Hein. Là, le stress, il est forcé. Alors, ce stress, il peut être d'origine diverse. Voilà, les agents stressants. La pression, je ne parle pas de la bière. La pression, elle peut être externe. Externe, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attendent beaucoup de vous. Votre entraîneur, par exemple. Ou interne, parce que c'est vous qui attendez beaucoup de vous. Et puis, il y a aussi les environnements contraignants. Vous pouvez avoir des soucis personnels, professionnels, qui vont venir se rajouter à votre petit stress de course, qui va l'amplifier. Et puis, il y a aussi tout ce qui est imprévu pendant la course. Là, ça va vous rajouter du stress. Si vous n'aimez pas la pluie, qu'il se met à pleuvoir, voilà. Et puis, il peut y avoir des difficultés autres, hein, de douleur, de souffrance. Et c'est pour ça qu'on dit que sur les événements imprévus, il vaut mieux les avoir prévus. Et comment on fait ça? Ben, on se prévoit un plan B. C'est pas inutile de se prévoir un plan B. On peut avoir un objectif, mais se dire quand même à l'avance que
Si jamais cet objectif, je vois qu'il est... Hop, on a cette possibilité de repli en gardant un sous-objectif et sans se démobiliser complètement. C'est préférable que de tout lâcher. La gestion du stress. Comment on le gère, ce stress? D'abord, il faut être serein dans toute sa préparation. Si on est stressé tout au long de sa préparation, forcément, on va l'être le jour de la course. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les routines. Il y a quelque chose qui est vraiment déstressant, c'est les routines. Quand on reproduit à chaque fois les mêmes choses, les mêmes gestes. Vous vous rappelez de cette publicité de Zidane dans le vestiaire? Je mets d'abord la chaussette gauche, puis la chaussette droite. C'est ça les routines. Moi, les veilles de marathon, je prépare mon petit débardeur avec mon petit dossard, tout ce qu'il me faut, tout est prêt, les chaussures, les chaussettes, la pommade à côté. Voilà, ça me rassure. Je sais que je me lève le matin, je sais exactement ce que je veux faire, dans l'ordre de ce que je vais faire, et je ne déroge pas à ça. C'est comme ça, c'est une routine. Et c'est déstressant. Parce que, bon, je l'ai fait 299 fois, et voilà, et... Donc la veille et le jour, ça c'est hyper important. Et puis après, la relaxation, la respiration, la relativisation. Alors moi, je ne suis pas forcément un adepte de ça, mais bon, ça aide. Oui, voilà, relativisation. Ouais. Alors, les outils. On va quand même voir qu'on peut améliorer. La petite citation, ne t'arrête pas quand tu as mal, arrête-toi après la ligne d'arrivée. C'est une citation de moi. Alors, la pensée positive. Bon, ça préserve le capital mental. Donc, comme on l'a vu, hein, les ressources mentales, elles sont plus importantes quand ça va mal physiquement. Mais il faut les avoir préparées à l'avance. Il ne faut pas attendre que ça aille mal physiquement pour se dire « Ah tiens, il faudrait que j'ai des pensées positives ». Il faut l'avoir préparé. Donc, comment la pensée positive, elle arrive? Il faut penser à des choses gaies, heureuses. C'est pas compliqué. Plutôt que de penser à des choses néfastes, voilà. Il faut penser à ce que ce résultat va nous apporter de fierté. On peut penser aussi à ses proches, qui vont aussi être fiers de nous quand on va arriver. Et puis, oublier un peu tout ce qui est douleur, etc. On sait que de toute façon, la douleur, une fois qu'on aura franchi la ligne d'arrivée, elle ne sera plus là. Donc, il faut relativiser. Chercher ses motivations profondes. Chasser les pensées négatives, évidemment. Hein. L'idée d'abandon, elle peut arriver. Hein. Elle arrive à tout le monde. Mais si elle arrive, il faut se dire que on peut se reposer la question dans quelques kilomètres et pas y penser tout de suite. Parce que dans quelques kilomètres, la situation elle aura pu changer. Alors je sais bien que le second souffle, c'est rare. Mais ça arrive. Et en tout cas, même si ce n'est pas un second souffle, on peut avoir un mental qui s'est bien amélioré. Parce que la difficulté, elle a été passagère. Et quelques kilomètres après, elle peut avoir disparu. Voilà, un passage à vide, ça existe. Comment on préserve son capital? Je suis passé au deuxième, mais il y a le moyen de préserver son capital mental, c'est de se parler aussi. Hein.
en interne ou même de parler tout haut, hein, ça arrive, hein, de dire je vais bien. Rien que de dire ça, je vais bien, bah, tu préserves ton capital. Je vais bien, je me sens bien, même si c'est pas vrai, hein. Il faut se persuader, hein. Voilà. J'ai de la chance de pouvoir courir. Bah oui, je suis bien là quand même. Il fait beau, on est sur une piste idéale. On peut aussi parler avec les coureurs qui sont à côté de soi. C'est un bon moyen de préserver son capital mental. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à autre chose. Ce qu'il faut essayer de se rappeler aussi des moments où, en course, ça ne s'est pas forcément bien passé. Alors moi, j'ai souvent cette réaction, c'est que quand sur un marathon, je suis à tel kilomètre, je regarde le temps que je suis et je me dis, tiens, il y a 15 jours, à ce marathon-là, eh ben, je mettais beaucoup plus de temps à ce kilomètre. Et ça me dope, ça. Je me dis, ah ben ouais, là, tu étais passé au 10e, tu étais vraiment à 2 minutes ou 1 minute, je ne sais pas, hein, voilà. Et souvent, quand j'ai des marathons où j'ai vraiment bouffé la feuille, hein, ceux-là, moi, je me les garde en mémoire. Et le jour où je suis bien, je me dis, ah, par rapport à ce marathon, là où j'étais complètement en déroute, là, je suis vraiment bien, quoi. Et ça m'aide. Alors, je ne sais pas si ça peut être utile à tout le monde, hein, mais se rappeler des échecs pour justement se dire que aujourd'hui, on est bien mieux que ce jour-là, c'est positif. Bon, évidemment, le jour où on est très très mal, c'est plus compliqué. C'est quand j'ai mal à un endroit, je me dis, ah, c'est marrant, parce que d'habitude, j'ai pas mal à cet endroit-là, j'ai mal à l'autre. Et du coup, je me dis, ah, c'est cool, j'ai pas mal à l'autre. C'est ça, c'est une diversion. C'est bon signe. Alors, maîtrise des émotions et du stress. Quand on perd le contrôle de ses émotions, c'est pas bien. Jim Taylor il disait, quand on perd le contrôle émotionnel, on perd la compétition. Pour garder son contrôle émotionnel, il faut souvent lâcher prise. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce qu'on appelle le switch, c'est-à-dire de passer du négatif au positif. Faire un switch dans le cerveau. C'est un entraînement aussi, hein. Il faut être relâché, assez relâché pour faire ça. Encore une parabole par rapport à ça. C'est la parabole du vieil Indien Cherokee qui est avec son petit-fils et qui lui dit, dans la tête de chaque homme, il y a 2 loups qui se combattent. D'un côté, il y a un loup, c'est le mal. Alors le mal, il est représenté, alors je vais le lire parce que là, il y en a beaucoup, hein. Le mal, c'est la colère, le chagrin, l'apitoiement sur soi, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, le mensonge. Voilà, que des choses pas bien. Et l'autre loup, c'est le bien. Le bien, c'est la positivité, la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils, il réfléchit un peu et il se tourne vers son grand-père et il dit, mais lequel des 2 loups gagne? Son grand-père lui dit, celui que tu nourris. Voilà. Le fractionnement, ça c'est beaucoup plus simple. Tout le monde l'a mis en œuvre. C'est de dire, plutôt que de viser la ligne d'arrivée, je vais viser une étape intermédiaire. Ça peut être le prochain ravito,
Ça peut être le 10 km, le semi, qu'importe. Le poteau qui est au bout. Voilà. Donc, c'est fractionné. Le saucissonnage. Et ça, c'est vraiment très efficace. Très, très efficace. Parce que c'est vrai que sur un marathon, si on est au semi et qu'on se dit j'ai encore un semi à faire et que ça va pas bien, voilà. Alors que si on se dit bah, au 25e, là, il y a un ravito, et là, c'est bien. Et on va y arriver au 25e et on va se dire au 30e, il y a un autre ravito et il est bien. Voilà. Ça, c'est vraiment simple à mettre en œuvre et hyper efficace. Donc, c'est divisé en étapes. Hein, voilà. Ouais, mais là, les images mentales et les mantras, un peu la même technique. Hein. Donc ça se prépare par contre. Hein. Les images et les mantras, ça se prépare. Il faut les avoir fait préparer avant la course. Donc c'est des marqueurs sensoriels auxquels on se réfère pendant la course. C'est un peu imaginer un scénario idéal qu'on se remémore. Alors ça peut être la dernière ligne droite avec l'arche d'arrivée au bout. On l'a gravée en soi et on se la projette. Ça peut être autre chose, hein, la médaille, la bière après, enfin plein de choses. Des choses positives qu'on a bien intégrées et qu'on rappelle comme ça de temps en temps. Le mantra, c'est un peu la même chose, mais au niveau parole. C'est un mot, un ensemble de mots que l'on se répète souvent. Hein. Alors les meilleurs exemples, c'est « je suis fort »,« je suis tenace », voilà. « je suis confiant »,« je suis invincible ». Pourquoi pas. Et en fait, pour trouver son mantra, ouais, ce qu'il faut essayer, c'est trouver les pensées négatives qui nous viennent le plus fréquemment. Et trouver le mantra qui va être contre cette pensée négative. Si c'est la pensée négative, c'est « je suis nul », eh ben, il va falloir le mantra, c'est « je suis fort », qui va contrer ça. La relaxation, bon, ça, bon. Ça va de soi, ça se cultive aussi, ça se prépare. Comme je vous dis, moi je ne suis pas un adepte de ça, tout ce qui est voilà, yoga, méditation pleine conscience, voilà. Mais c'est efficace. Hein. Oui, 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 oui. La respiration, hein, respiration profonde avec le ventre, bon. Petit bambou, je ne sais pas quoi là. Diversion. Ça, par contre, je suis adepte. Brouiller les messages du cerveau. Les messages négatifs qui vous envoient, bah, faut les brouiller. Et comment on les brouille? Bah, en pensant à autre chose. Alors moi, j'ai une méthode, hein, Voskevo, c'est le calcul. Le calcul, hein, voilà. Je suis en temps au kilo. Si je continue comme ça, j'arrive en combien de temps? Le temps que tu calcules ça, déjà, tu as brouillé les messages négatifs. Hein. J'ai un problème, c'est que quand je fais ça, des fois je dis putain, je ne vais jamais arriver à la barrière horaire. J'essaie de recalculer, je me dis genre, je me suis trompée dans le calcul, je recalcule. Moi, je ne suis pas très très fort en calcul mental, mais justement, quand on n'est pas très fort en calcul mental, ça prend encore plus de temps. C'est horrible. Pendant ce temps-là, tu continues à courir. Voilà, c'est ça. Tu te rapproches de la barrière, et d'un moment, tu fais ah, mais peut-être que je vais la passer. Et là, tu continues. Ça marche vachement bien. Oui, non, ça marche très très bien. Hein. Oui, en fait, c'est s'occuper l'esprit sur autre chose. Hein, voilà. Mais bon, le calcul, c'est bien, mais ça peut être... bon. Il y a une anecdote là-dessus. C'est à Roland-Garros, André Agassi, sur un match vraiment tendu, hyper important, tout ça.
Ça m'avait surpris hein, quand j'ai entendu ça, mais bon. On peut penser qu'ils sont hyper concentrés sur le geste, tu vois, la position et tout. Et lui, justement, pour brouiller une image négative, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais André Agassi, il a dit à la fin, mais il était avec une perruque. Ah ouais? Il avait une perruque, ouais. Et en fait, il pensait à ça. Il pensait, mais il faut pas que je perde ma perruque. Ah oui, c'est une sacrée Et là, il a complètement... la diversion, elle était totale. C'est quel outil que tu peux conseiller le plus quand en fait on est vraiment au fond du fond. Enfin, moi, ça m'arrive. C'est systématique, je pense tout le temps à l'abandon pendant la course. Ah bon? Ah oui, c'est systématique, ça finit par passer, mais c'est quel outil, on va dire, que tu conseillerais le plus pour passer, on va dire, ce moment difficile? Parce qu'il finit, alors moi personnellement, il finit toujours par passer, mais il y a toujours un moment où je suis au fond du fond du fond. Mais est-ce que tu as analysé comment tu le fais passer? Non. Non? Ça passe toujours, mais je ne sais pas. Tu sais pas pourquoi? Mais ça passe. Tu sais pas pourquoi? Non, il faut des journalistes peut-être. Ouais, ça il faut. Parce qu'en fait, les outils, je pense qu'il n'y a pas un outil, il faut trouver celui qui se correspond le mieux, en fait. Parce qu'il y en a, ça va être ça, mais d'autres, moi je vous dis, il y a, voilà, relaxation, tout ça, j'y crois pas, donc je le fais pas. Par contre, oui, le calcul, ça, je sais que ça marche, donc je le fais. Mais ouais, moi je crois qu'il faut, c'est assez personnel, il faut essayer, quoi. Hein. Mais déjà, si tu arrives à le faire passer, c'est bon signe. À chaque fois, mais bon, un jour où... sympa. Tu voudrais plus l'avoir. Ouais, c'est vrai que moi, l'idée d'abandon, elle me vient rarement. Hein. Moi, c'est que je pense. Ouais, mais quand si j'abandonne, comment je vais être après? Et je me dis, ah, je vais regretter. Donc, je me dis, faut pas regretter, faut pas regretter. Parce que moi, les seuls abandons que j'ai eus, c'était sur des 100 km. Et je sais que l'après-abandon, c'est quand même une période difficile. Hein. Donc, quelque part, quand tu sais, quand tu as déjà abandonné et que tu sais qu'après, tu vas le regretter, parce qu'en fait, tu le regrettes, l'abandon. Moi, à chaque fois que j'ai abandonné, après, j'ai regretté. Donc, tu viens d'abandon. Bah oui. Pour une course ce week-end, j'abandonne. Donc, c'est pour ça que, finalement, ouais, l'idée, elle ne me vient plus, parce que je sais que c'est trop difficile. Ou alors, bon, quand tu es obligé, hein, bien sûr. Bon. Mireille avait dit, de toute façon, quand j'ai abandonné, j'étais obligé, mais je crois pas. Je crois pas. L'abandon n'est pas une option. Oui, mais bon. D'autres outils... Ah non, on a l'échec déjà. Mais je vais continuer quand même sur les outils. On en a parlé un peu, c'est la révision de l'objectif initial. Ça aussi, c'est un bon outil quand même. Hein. Faut pas trop... Faut pas trop que j'y pense, moi. Oui, Ouais. bien sûr. À la hausse, pourquoi pas, mais faut être dans le flow et... Déjà dans une spirale positive. Ouais. Un moyen aussi, c'est la rivalité avec d'autres concurrents. Il y en a pour qui c'est efficace et enfin, moi, je l'ai expérimenté aussi. Hein, c'est assez motivant hein, quand tu as un concurrent direct, sans vouloir, je veux dire, le pousser dans le fossé ou tout ça, mais le fait d'être content d'arriver devant lui, c'est un moyen mental de se transcender. Hein. Ben oui, le dernier exemple, c'était au Sommet de Saint-Selve, quand on est parti et j'ai rejoint Xavier et que je lui ai dit, mais le mec qui est 500 mètres devant, là, c'est un M6. Je sais, je le connais. Donc, ben, j'avais envie de le rattraper. Hein. Bon, voilà. Ça motive. Alors, il y a
un des ressorts aussi, alors j'hésite un peu à en parler, mais il existe, c'est la colère. La colère, elle peut être bénéfique. Alors, il faut s'en méfier, hein. Mais tout à l'heure, je disais, si vous pensez que vous êtes nul, ça peut vous mettre en colère. De dire à un moment, je suis nul, quoi. Et il y a une révolte qui se fait en vous. Et à ce moment-là, c'est l'ego, ouais, et là, vous pouvez vous transcender, surpasser cette difficulté, parce que c'est une colère, mais c'est une colère assez saine. Après, il ne faut pas arriver dans l'excès, hein, parce que on va voilà. Mais c'est un peu le côté bagarreur, le côté Rocky, quoi. Voilà, hein, sur un ring, il faut vouloir rabattre l'autre, quoi. Bon, bah, c'est de la colère, hein, c'est... Donc ça, on peut l'appeler, hein, sans le... Voilà, on va se dire que finalement, on peut prouver qu'on n'est pas nul. L'échec. C'est dommage, hein, de finir par l'échec, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien en parler. Comment on traite l'échec? L'échec, il arrive, hein, bon, l'objectif n'est pas atteint. Voilà. On a un sentiment d'avoir échoué. On a le sentiment d'avoir échoué. Alors, c'est qu'un sentiment, parce que si on a franchi la ligne d'arrivée, moi, je dis que ce n'est pas un échec. D'ailleurs, c'est marqué en haut, là. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc, ce qu'il faut, c'est se poser les bonnes questions. Mais pas forcément à chaud. Attendre un peu. Parce qu'à chaud, ça ne va pas être bon. Il ne faut pas non plus le suranalyser, cet échec. Il ne faut pas y penser, pourquoi, non. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Voilà, il faut être assez lucide par rapport à ça. Pourquoi? Et surtout, que puis-je faire pour que ça ne se renouvelle pas? Quelles sont les choses positives que je peux retenir de cet échec? Parce que forcément, il y en a. C'est une expérience. Une expérience, c'est enrichissant. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que c'est à l'entraînement que je n'ai pas bien fait? Est-ce que c'est la veille où j'ai déconné, j'ai bu trop de bière? Je ne sais pas. Des choses. J'avance. Il ne faut pas se voiler la face non plus, hein. Il ne faut pas se trouver des fausses excuses. Ah ouais, mais il pleuvait, c'était pas possible. Ah ouais. Non, non. Non, non, faut en tirer les leçons, mais voilà. C'est, comme on dit, hein, c'est de l'expérience, on apprend. On apprend avec les échecs. Il y en a qui disent qu'on apprend beaucoup plus avec un échec qu'avec une réussite. C'est sans doute vrai. Il faut se donner droit à l'erreur, hein. Voilà. Ça, c'est pas mal, de noter. Nous avons le droit à l'erreur, mais pas celui de ne pas savoir la traiter. Voilà, les leçons tirées, l'expérience. La résilience. Bah, rebondir après un échec. Si ce n'était pas cette fois qu'on a atteint l'objectif, ça sera la fois d'après, avec toutes les leçons qu'on a tirées de cet échec. On s'adapte, on se réorganise. Voilà. Il faut rester optimiste dans l'échec. Je me rappelle de ton commentaire après Lège Cap Ferret, j'arrête de courir. Ouais, ça c'est clair. Bon, bah c'est ça. Quand j'ai lu ça, j'étais pas content, hein. Ah bon? Ah non. Oh, bah, c'est pas grave. Je vais l'enlever, je vais C'était à chaud, c'était à chaud. Tu savais que Ouais, c'était à chaud, mais quand même. Ouais, mais quand tu as fait ton premier marathon, Oui, mais... elle me dit genre, Ouais, mais il en a tiré, ça aussi. Ouais, mais c'est à chaud, à chaud.
Oui, c'était à chaud. Ouais, voilà. Oui, par l'anecdote, c'est vrai, quand j'ai fait mon premier marathon à Paris, je suis arrivé en état d'hypoglycémie, et je suis arrivé à la maison dans un sale état, et j'étais sous une couverture, je grelottais comme ça, et j'ai dit à Mireille, plus jamais. Moi aussi, j'avais froid quand je suis arrivée. Plus jamais, je lui ai dit, et le lendemain, ça allait beaucoup mieux, je lui ai dit, attends, là, je vais prévoir celui-là, là, je vais me refaire la cerise, là. Non, là, ce qui est dur, je trouve, c'est quand on a plusieurs échecs. D'arriver à trouver et de se dire, ouais, mais alors là... Ah oui, la spirale de l'échec, oui. Ouais, là, c'est dur. Oui, la spirale de l'échec, je suis d'accord que c'est un peu Il y a compliqué. plusieurs trucs. Là, à mon avis, quand on est dans la spirale de l'échec, il va falloir ramener les choses à... C'est ce que tu disais, de se Ouais. remettre dans le confort, là, Voilà. Pour se refaire un peu le mental et tout, et pour pouvoir reprogresser. Parce que sinon, ouais, on risque... ouais. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire en matière de préparation mentale. Juste à la fin, donc la conclusion, c'est cette petite phrase. Mesure tes forces d'après tes aspirations et non tes aspirations d'après tes forces. J'aime bien ça. Voilà, il faut être ambitieux. Après, je vous ai fait la petite synthèse des lectures qui m'ont permis de faire cette présentation. Alors, en premier, on va parler de la Bible de la préparation mentale de Christian Target. Alors, c'est un très gros bouquin, comme ça, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un peu indigeste, à vrai dire. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est la référence, bien sûr, hein, mais... Bon, il y a pas mal des fiches pratiques qui peuvent être intéressantes. Mais bon, oui, c'est indigeste quand même. Alors, mon coup de cœur, c'est celui-là. Sans limite de Chloé Lantier. Ça, c'est vraiment un régal. Vraiment un régal. Moi, quand j'ai lu ça, franchement, j'ai retrouvé exactement ce que je ressentais, quoi. Mais j'ai l'impression que... Je sais pas vous, il y a quelqu'un qui le connaît dans le public, ce livre? Mais bon, moi, une pépite. Non, non, mais je peux même vous prêter le livre si vous voulez. Non, mais c'est une pépite, franchement. Et c'est Victor Nacher, qui était donc au club avant. Il a fait un stage avec elle dans les Alpes, au moment de l'UTMB. Il m'a dit aussi qu'elle était sensationnelle. Ça ne m'a pas étonné. Alors, un livre sur le flow de monsieur Machin, là. Donc ça, c'était un livre complet sur le flow. Là, il y a tout sur le flow. Hein. C'est vraiment l'ouvrage de référence. Après, la préparation mentale du sportif, là, c'est un livre que j'ai lu plus récemment. Alors lui, il est très très critique sur la façon dont les entraîneurs et les sportifs abordent la préparation mentale. Il a des idées intéressantes, mais oui, on peut... Mais du coup, c'est pas que sur le sport. Ah si, Si. Lui, non, c'est pas que running. Non, non, c'est le sport. Il parle de... Ouais, parce qu'il y a marqué running flow. Ah non. Running flow... C'est que le running. Ouais, c'est le flow du running. Mais lui, il parle de tous les sports. Hein. Yves Riedrich, c'est tous les sports. Et puis l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, alors là, c'est pas du tout de sport, mais ça s'adapte facilement au sport. Mais c'est plus dans le domaine professionnel. Mais c'est pareil, hein, c'est des pavés assez conséquents. Voilà, j'espère que vous avez trouvé quelques... Ouais. Comment tu arrives à rebondir suite à une blessure que tu as, mentalement, comment tu arrives à... Moi, j'ai eu un kiné qui m'a bichonné pendant 2 mois, qui m'a redonné confiance. Et toi, est-ce que tu as des outils pour surmonter ça?
Bah, moi, je suis d'un naturel optimiste, déjà. Ça aide. En plus, les blessures, je dois dire que je suis quand même assez épargné par les blessures, même si récemment j'en ai eu quelques-unes, mais pendant 30 ans, j'ai couru sans savoir ce qu'était une tendinite, ni voilà. Donc des outils, bah, pour moi, c'est d'abord quand tu as une blessure et qu'elle est bien identifiée, globalement, et que tu as une échéance, ça rassure. Ce qui est le pire, c'est les blessures, tu sais, un peu chroniques, dans lesquelles on s'en sort pas. On se dit, ben voilà, là je suis blessé, j'ai l'impression que ça va mieux, mais dès que je recours, je replonge. Ça, oui, mentalement, c'est compliqué. Mais les blessures où, à la limite, tu te casses quelque chose, voilà, tu as un plâtre, tu sais que bah, il va y avoir un peu de rééduque, mais qu'après, tout va revenir dans l'ordre. Ça, normalement, on s'en sort assez facilement. Les blessures chroniques, c'est plus embêtant, mais ouais, c'est une question de force aussi, hein, bah, de s'endurcir, de se dire que c'est qu'une épreuve et que ça va revenir derrière, mais bon, ça peut être plus long, ouais. Je comprends que ça peut être démoralisant. Mais ouais, c'est une question de mental aussi, là, hein, et surtout de ne pas se démobiliser. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de blessures quand même qui te permettent de ne pas couper complètement le sport, parce que dans le temps, c'est ce qu'on disait, dans le temps, quand on était blessé, voilà, on arrêtait, on se mettait dans son canapé, on faisait plus rien et on attendait. C'est pas la méthode qui est prescrite maintenant. Maintenant, on dit, si tu as une blessure, si tu peux pas courir, peut-être que tu peux faire du vélo. C'est possible. Il y a des choses qui sont, voilà, où tu peux, voilà, tu peux faire du renfort, mais surtout ne pas complètement arrêter l'exercice, parce que ça, c'est la pire des choses, quoi. Parce qu'après, pour s'y remettre, voilà. Et puis quand on s'arrête vraiment longtemps et qu'on essaye de redémarrer, qu'on voit le niveau où on est par rapport où on était, c'est démoralisant. Donc voilà, le fait de garder une activité, mais de toute façon maintenant tous les médecins disent ça, hein, avant c'est pareil, les gens qui avaient mal au dos, on leur dit ah tu ne bouges pas. Maintenant les gens ont mal au dos, mais tu vas courir quand même, hein, tu vas courir doucement, mais tu vas courir parce que ça va te permettre de t'en sortir plus facilement. Donc moi, ouais, je pense que c'est ça, hein, garder l'activité qui va te faire garder le moral, parce que tu fais quand même quelque chose. C'est pas ça qui repousse la vieillesse aussi, quelque part. Parce qu'en fait, on se dit, je m'entraîne quand je vais être plus vieux, quand je vais être plus vieux, quand je vais être plus vieux. Du coup, tu continues quand même si tu vieillis. Tu vois, c'est, enfin, je sais pas. Ouais, mais après, il y a mal vieillir. Après, il y a des maladies. Moi, j'ai de l'arthrose à la hanche. Là, mon objectif, c'est de faire le marathon avant de me mettre une prothèse. Donc là, c'est repousser la prothèse. Donc, tu vois, et c'est pas forcément la vieillesse, entre parenthèses. Donc, essayer que c'est comment le mental est pour ça, gérer. C'est dire, je cours malgré la douleur permanente, malgré tout. Ouais, c'est ça, malgré. Ouais, on travaille ton mental. Oui, après, mais ton idée de lutter contre la vieillesse, elle est bonne aussi, hein, parce que, bon, c'est sûr, bah, nous, on n'a qu'à voir des Jackie au club, on se dit, bah voilà, tout le monde a envie de vieillir comme eux, quoi. Bah oui, mais c'est ça, hein. Si eux, ils peuvent le faire. Voilà, pourquoi pas, hein, s'ils y arrivent. Donc, on est vieux dans sa tête, hein. Alors, un autre point sur lequel cette année un impact sur la performance individuelle, ça a été l'esprit de groupe. Oui. Derrière, on a eu une domination de performance qui s'est enchaînée. Ça a été. Oui, ben ça, nous, dans le club, on le connaît bien, hein. Bah, de toute façon, on voit bien souvent dans les séances du midi, vous êtes beaucoup à me dire « Ah oui, mais si j'étais tout seul, je ne ferais jamais ça. » Bah non, c'est sûr. Tout seul, on ne le ferait pas. Mais quand on est... Bah oui. Oui, quand on se retrouve à plusieurs sur une course, c'est toujours plus motivant que d'aller faire un déplacement tout seul. Voilà. Ça, c'est sûr, hein, que l'esprit de groupe... L'approche même de la course, hein. Tu vois la différence entre le marathon de ce week-end ou celui de Valence, c'est que à Valence, on était tous ensemble à préparer le truc. Et là, ce week-end, tu es à la maison, tu tournes en rond. On t'interdit de bricoler parce que tu vas te faire mal.
Ouais. Oui, c'est sûr que quand on part en week-end comme ça, que déjà la veille on est ensemble, c'est bien aussi, oui. Ouais. Ouais. Oui, on est vraiment immergé dans la course. Ça fait tomber le stress. Ça fait, Ouais. Alors quand tu es tout seul à la maison, mais le stress, il va l'engrener un peu. Ouais, Ouais, c'est vrai. Comme quoi, il vaut mieux faire des déplacements que des marathons sur place. Ça, quand tu vas voir ce verre. C'est vrai, parce qu'en fait, quand ça devient un truc de 3 jours, tu te dis, il faut vraiment que je m'entraîne parce que tu vois, il y a un coup, il y a, tu vois, et plus, du coup, quelque part, un objectif, même si c'est la même taille de marathon, eh ben, il devient plus gros parce que tu as le déplacement, tu es avec le groupe et tout ça, donc tu le prépares des fois plus. Enfin, je sais pas, moi, dans ma tête, je me le préparerais plus. Oui, oui, c'est sûr que c'est... Que si c'est à côté de chez toi, ouais. Bon, tu te dis, bon, alors, Puis sur l'entraînement. Au pire, j'irai pas. Sur l'entraînement, Le plan B, c'est. Sur l'entraînement, tu as l'effet de groupe. Ouais, c'est ça. Aussi. Sur les sorties longues, on est nombreux, on est. Il y a une émulation, quoi. Oui, tout à fait. Les sorties longues, je crois qu'on était 15 la dernière fois. Tu parlais du plan B. Ouais. Le plan B, moi, des fois, j'ai tendance à le mettre trop bas. Ouais. J'ai un plan B, mais des fois, ça va être, oh, bah, au pire, j'irai pas. Ah, ça, c'est pas un plan B, ça. Voilà, c'est le plan C, mais bon, c'est le plan C qui devient le plan B, donc là, aussi, il y a le déplacement, le machin. Le plan B, il faut au moins y aller. Adaptatif, on va voir. Plutôt d'avoir un objectif bas et d'y aller progressivement vers ce Donc, je pourrais vous envoyer le PowerPoint si ça peut vous... Ouais. Je quitte.